Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vendredi 6 mars 2015. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Les grandes gueules, Ibrahima Prince Diallo est aux manettes. Donc pour conduire cette émission, au menu, donc ce vendredi, l'indignation au summum chez les Guinéens suite au décès samedi dernier d'une de leurs qui a accouché dans des conditions plus qu'inhumaines. Marche des ras-le-bol hier à Conakry au moment où une action judiciaire a été déclenchée contre 3 agents de santé de la maternité de Donka, de l'hôpital national Donka, suspendus de toute activité pour 3 mois. Et comme pour ne rien arranger, on apprenait hier que les sages-femmes de cette maternité ont décidé de cesser toute activité, ne supportant plus d'être traités de criminels. Témoignage d'un citoyen qui a été confronté à cette situation hier, alors qu'il avait sous les bras sa femme en travail. Vous allez l'écouter dans cette émission. Les coupeurs de route ont sévi encore hier entre Mamou et Dalaba. Cela s'est passé aux environs de 2 h du matin. Une dizaine de véhicules en ont fait les frais. Bilan des passagers agressés et dépouillés de tous leurs biens. Témoignage d'un chauffeur, donc Alpha Amadou Fili. Il va intervenir depuis Port et Dakar dans cette émission. Un autre témoignage dans cette émission, celui d'un capitaine de l'armée guinéenne qui dit avoir été envoyé à la retraite alors qu'il était en mission au Burundi. Il vous dira tout sur ce qui lui est arrivé et sur le vécu quotidien des militaires retraités guinéens. Capitaine Gawadou Diallo, il sera notre invité en fin d'émission. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Aboubacar. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour Tamba, Zachary Milimono. Bonjour Aboubacar. Moussa Moïse, on ouvre cette émission avec vous. On se transporte du côté de Sigiri. Avec cette journée tumultueuse hier du côté de Fatoya, c'est dans la sous-préfecture de Tintinia. Fatoya, vous savez très bien tous les remous qu'il y a eu de ce côté entre la société, la SAC, je veux parler de la SAC et les populations locales. Pour un petit rappel, il faut dire qu'il y a eu un premier pacte entre cette société et les populations locales, les populations riveraines, appelé pacte COSAN. Ce pacte avait donc permis à la société et aux populations locales de vivre ensemble, en respectant un certain nombre de clauses. Il s'agissait entre autres pour la société de construire pour les populations locales un centre de santé, une école, une route. Mais il se trouve qu'après des années d'observation, aucun, selon les témoignages que j'ai recueillis sur place, parce que nous avons pu parler avec 3 personnes, aucun de ces points aucun n'a été respecté par ces sociétés. Alors, un deuxième pacte a été signé entre ces sociétés et les populations locales, cette fois-ci sur un nouveau terrain qui est très très proche des villages, parce qu'il se trouverait à 500 mètres des villages, et les populations locales auraient demandé à ce que cette délimitation soit respectée, parce que dans les carrières, vous savez, les dynamitages sont récurrents, et tout cela risque de fissurer les cases des villageois. Vous savez, ce sont des cases qui sont faites en banco. Et donc, les 500 mètres de délimitation n'ont pas été du tout respectés. Donc, également si on comprend bien, par les populations. Il y a un périmètre qui a été délimité, dans lequel la société ne peut pas exploiter de l'or. Normalement. Eh bien, on a grignoté sur les 500 mètres. Certains disent jusqu'à 100 mètres, d'autres 200 mètres des villages, des cases. Et donc, le dynamitage, tout cela a révolté les populations qui non seulement étaient très en colère quant au non-respect, parce que pour ce deuxième pacte, il y a eu également des engagements qui ont été pris par la société qui n'ont pas encore une fois été respectés. Il s'agissait entre autres de la construction des pompes à eau, d'un stade et également des caniveaux pour l'écoulement des eaux. Aucun de ces points n'a également été respecté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes frustrés, vexés par le non-respect de ces engagements, ont pris d'assaut la carrière même d'exploitation qui se trouvait à quelques mètres de leur case, empêchant ici par c'est une sorte de sit-in la société de travailler. Et bien, il y a des unités des forces de l'ordre, de gendarmerie, c'était des forces mixtes qui ont été envoyées là pour déguerpir les gens par la force. Et bien, tout cela a créé une violence. Il y a le représentant du Soti Tchémon, donc du patriarche du village, qui a été
arrêtés du nom de El Hadj Djouba Madi, qui a été arrêté. Ils ont été emprisonnés avec d'autres personnes. On parle d'une dizaine d'arrestations. Exactement. Et donc tout cela a vraiment n'a fait qu'augmenter la colère des populations locales. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tractations en cours. Les sages ont été libérés, mais il y a lieu de mentionner une chose. C'est les rapports entre les sociétés qui exploitent nos richesses à l'intérieur du pays et les populations riveraines, ces rapports ont été toujours tendus. On n'a pas été capable de trouver un véritable canevas, un moyen de collaboration réel, d'entente entre ces sociétés et les populations locales, parce qu'il y a des engagements. Et n'oubliez pas que lorsqu'une société s'installe dans une localité, la population riveraine perd tout, son essence même de vie. C'est le cas de Fatoya, où les populations n'ont plus de champs, les populations ne peuvent plus faire d'élevage, ne peuvent plus faire d'agriculture. Même les potages. On ne peut rien faire parce que tout simplement tout est lié à cette histoire d'or. Eh bien, il y a des compensations normalement qui doivent être respectées, parce qu'il faut bien survivre. On ne va pas quand même déplacer tout un village, chasser tout le monde. C'est la société qui trouve les villageois là. Donc, il y a lieu de trouver un compromis entre ces sociétés et les villages. Il faudrait que le développement, que ces zones où ces sociétés sont installées, que ces villages soient des pôles de développement. Normalement, c'est ce qui se fait ailleurs. On ne peut pas avoir une société comme la SAC installée dans une localité et qu'il n'y ait pas... c'est un véritable paradoxe quand on compare toute la richesse qui est engagée. Donc, il y a lieu aujourd'hui que l'État règle ce problème. On ne va pas envoyer des délégations... On apprend même, Moussa, c'est pas pour te couper, que la route qui part de Sigiri Centre aux installations de ces sociétés, la SAG, n'est même pas goudronnée. Pas du tout. Elle est tout le temps... Je vous parlais de ces engagements. Couverte de poussière. La route faisait partie des engagements qui ont été pris par la société, qui n'ont pas été respectés. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'État ne doit pas attacher, comme il a l'habitude de le faire, des noix de cola pour aller rencontrer la notabilité. L'État doit comprendre, parce que c'est le préfet qui est l'intermédiaire entre la société et les populations locales. Le préfet, il faut le dire, n'a pas joué son rôle du tout, parce qu'on ne peut pas comprendre que les notables aient été arrêtés, emprisonnés. C'est déjà très très grave. Normalement, la notabilité dans un endroit comme du côté de Fatoya, c'est un peu les béquilles de l'État. Quand l'État n'est pas présent, ces notabilités, on peut s'appuyer sur elles pour pouvoir passer un certain message de sensibilisation. Mais lorsqu'on arrête même ces notables, je pense qu'on a dépassé les bornes. Il y a lieu aussi de souligner une chose. Il faudrait aujourd'hui que cette histoire soit résolue une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas une première. C'est un problème qui est récurrent. Si on ne le fait pas, je pense qu'on ira très loin. Il y a lieu que l'autorité se penche sur ce cas, sur le cas donc de Fatoya. Ebola, Tamba Zakari Milimono, le dernier malade est sorti des unités de traitement du côté de Libéria, alors qu'en Guinée, on parle de nouveaux cas confirmés. C'est une bonne nouvelle du côté du Libéria. Parce que nous, on est là, on parle trop. On va y venir. Mais c'est pas parce qu'on parle trop, Ahmed. Donc je disais que c'était une très bonne nouvelle du côté du Libéria, même si de ce côté-là les gens sont assez réalistes, à la fois l'État et même les partenaires qui aident dans le cadre de cette lutte, ils restent assez prudents et évitent de crier tout de suite victoire, comme ça a été le cas dans notre pays lorsque Ebola avait semblé reculer, qu'on a baissé les bras. Au Libéria, c'est tout à fait différent. Alors le dernier cas connu, parce que c'est important de le dire, il y a des cas qui ne sont pas forcément connus. Le dernier cas connu d'Ebola, c'est celui d'une femme âgée de 58 ans qui a quitté le centre de traitement. Finalement, c'est hier que la nouvelle est tombée. C'est d'ailleurs une information que nous reprenons là de notre site partenaire mosaïqueguinée.com. C'est important d'entrée de jeu de nous poser la bonne question de savoir, et si la Guinée voulait toujours d'Ebola? C'est quand même la question que nous pouvons nous poser. On sait que le Libéria et la Sierra Leone étaient très loin devant nous en matière de contamination liée au virus Ebola. Mais aujourd'hui, on a vu la fulgurance avec laquelle le Libéria s'est employé à lutter contre le virus maudit. Aujourd'hui, la Guinée reste, je vous donne quelques statistiques prises sur notre site partenaire guinématin.com. À la dernière semaine du mois de février, on était à 35 nouveaux cas. Confirmés? À 35 nouveaux cas confirmés. Nouveaux cas, ouais. Ça, c'était la dernière semaine du mois de février. À la semaine du 1er mars, le nombre atteint aujourd'hui les 51 cas
confirmé. Ça, c'est à la semaine du mois à la première semaine du mois de mars. Et ce sont des informations prises depuis le 4. C'est assez grave, en fait, le constat. Alors, on se pose la question, comment expliquer ce recul incompréhensible, je veux dire, de ce virus-là? Vous vous rappelez, on avait commencé, j'avais évoqué même le terme de recul miraculeux de l'épidémie, mais aujourd'hui, on voit que malgré les avancées qui avaient été obtenues, nous sommes en train de revenir, Ebola est en train de revenir en force. On se pose donc la question de savoir pourquoi. À mon avis, ce n'est qu'un constat pris par-ci et par-là. À mon avis, il y a un ensemble de choses qui se jouent négativement dans le cadre de la lutte contre Ebola. Le premier constat, c'est le sempiternel constat du business qui est entretenu autour de l'épidémie, qui fait pourtant des morts en République de Guinée. Je vais vous dire, il y a une conseillère de l'Union européenne qui a même dit, elle l'a dit assez clairement, que l'ennemi de la Guinée dans le cadre de la lutte contre Ebola, c'est bien les Guinéens. Et lorsque elle n'a pas faux, Tamba. Elle n'a pas faux, bien entendu. Lorsqu'un tel constat vient de la part d'un partenaire sérieux de la lutte contre Ebola en Guinée, aujourd'hui, il faut quand même oser se poser des questions. Ce business, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'il est entretenu. Quand on habitue les gens à de l'argent, oui, bien entendu, c'est assez compliqué. Vous savez que vous avez une petite mission dans le cadre de la lutte contre Ebola, c'est de l'argent que vous avez, c'est un véritable pactole que vous allez récolter. Il y a donc ces cellules... Jusque dans les villages Tamba, on habitue les gens à de l'argent. Bien entendu, il y a des cellules de veille qui ont été mises, si vous vous rappelez, dans le cadre de la lutte contre Ebola, à l'intérieur de toute la Guinée. Ces cellules de veille sont entretenues. Ouais. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut voir. Mais de l'autre côté, nos ministres qui partent en campagne de sensibilisation, et c'est malheureusement le constat qu'il faut faire, ils semblent politiser la lutte contre Ebola. Parce que chaque fois qu'ils sont sur le terrain, ils ne se retiennent pas, permettent de distribuer des liasses à de pauvres populations. Et à la fin, ça fait des gens qui voudraient rester. Vous connaissez, il y a un ministre qui vous a dit qu'il ne reçoit que 400 000, hein? Non mais c'est ce qu'on vous dit. Au-delà de la parole, il y a quand même le constat de terrain. Il distribue de l'argent. Il y a donc ces populations-là à l'intérieur du pays. Il y a ces populations à l'intérieur du pays qui bénéficient du virus Ebola, si l'on peut s'exprimer dans ces termes-là. Alors on voudrait qu'Ebola persiste parce qu'il y aurait de l'argent à distribuer. Mais sortons de la distribution de cet argent-là. Ouais. Voyons un autre problème très sérieux. J'ai eu à l'antenne, j'ai eu en off quelques agents de lutte contre Ebola dans nos structures de santé ici, qui menacent, c'est important de le dire, qui menacent de partir en grève dès la semaine prochaine si rien n'est fait pour leurs primes. Vous vous rappelez, j'en avais parlé dans ce studio, ces primes, cet accompagnement de la Banque mondiale pour des agents de lutte contre Ebola, il n'y a eu que deux paiements, mais on ne nous dit pas, on ne leur dit pas quels sont les mois qui ont été payés, on ne leur dit pas, parce que c'est depuis septembre que ça court. On apprend que c'était un financement pour 6 mois. Normalement. Oui. Mais ça courait depuis septembre. Ailleurs, à Sierra Leone et au Libéria, ça a été entièrement payé. Entièrement payé. Ça court depuis septembre. Chez nous, on se pose la question de savoir quels sont les mois qui ont été payés et pourquoi ce retard, parce que ça retarde toujours. Et il y a quand même cette crise-là qu'il faut sérieusement éviter. Encore qu'il faut dire que les 60 jours dont on nous a parlé, ce n'est plus qu'aux 15, les premiers 60 jours en tout cas, qui sont épuisés. Pourra-t-on le miracle de chasser totalement Ebola en 15 derniers jours, en moins de 15 jours, disons-nous comme ça? C'est un échec lamentable. Un échec à constater. Allez-y, ça me rappelle un peu quand cette dame, Ellen Johnson Sirleaf, s'est alarmée. Elle a crié haut et fort pour demander à tous les pays du monde de lui venir en aide à cause de l'épidémie. Les gens ont dit qu'elle était émotive, que c'est parce que c'était une femme. Mais je pense que ça a pu attirer l'attention de tout le monde, de la communauté internationale, mais aussi ça a permis aux Libériens en tout cas de se prendre en charge, de prendre l'existence de cette maladie au sérieux, pendant que chez nous, le chef de l'État disait qu'il n'a pas peur d'Ebola. Ce qui a fait que finalement la maladie s'est propagée, s'est étendue à travers toute la Guinée. Je pense qu'il faut que les Guinéens eux-mêmes prennent conscience, parce que vous avez vu les cas de l'Ebola résistance qu'on a vu en Guinée, les citoyens jusqu'à maintenant, il y en a qui n'y croient pas, il faut le dire, mais il y a aussi, peut-être ce qu'il faut dénoncer, les stratégies qui ont été mises en place pour essayer d'éradiquer cette maladie dans ce pays. Qui n'ont pas marché. Qui n'ont pas du tout marché. On s'est donné 60 jours pour y arriver, pour en finir. Alors qu'aujourd'hui, à ce jour, Tamba l'a évoqué tout à l'heure, on parle de nouveaux cas. Je pense que
à partir du moment où le Libéria y est arrivé, on peut le faire. Mais pourquoi on ne pourrait pas le faire? À supposer, on l'a dit, il y a des personnes qui se plaisent dans ça, qui se font les poches dans ça. Et tant que ce sera comme ça sera un peu difficile pour ce pays. Pourtant, vous le savez, l'année 2015 est une année qui est excessivement importante pour le peuple de Guinée. C'est une année électorale. Et combiner cela avec la présence de la maladie Ebola, je me demande comment est-ce qu'on pourra s'en sortir. Il y a des mauvaises langues, des mauvais esprits qui prédisent la fin d'Ebola en Guinée carrément au mois de juillet. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que tout simplement parce qu'on est incapable. Quand on est incapable, on cherche à s'approcher de ceux qui sont capables pour se rendre plus efficace. Ouais. Écoutez, je pense qu'on a été confronté à cette maladie au même moment que le Libéria et la Sierra Leone. Ouais. On me parle de réticence. Je suis d'accord, il y a la réticence. Mais n'oubliez pas que le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, le Mali, tous ces pays limitrophes, nous partageons pratiquement les mêmes populations. Alors, les populations guinéennes sont plus sauvages entre guillemets que ceux du Libéria, que celles du Libéria, que celles de la Sierra Leone. Je dis non. Alors, si il y a toujours réticence, peut-être que dans la manière de les informer ou dans la manière de procéder, il y a des problèmes. Alors, pourquoi ne pas s'approcher du peuple? C'est un problème de stratégie. Et c'est vrai. De stratégie. Pourquoi ne pas s'approcher du peuple libérien ou léonais pour savoir exact. Parce que la réticence, il y en avait aussi dans ce pays. Mais pourquoi aujourd'hui ils ont réussi à lutter contre cette maladie? La réticence, vous pensez qu'il n'y en a pas dans d'autres pays comme la République démocratique du Congo qui a connu cette maladie? Je pense que oui. Ouais. Donc il faut faire. Je sais qu'il y a des experts congolais qui sont venus nous aider dans cette lutte, mais également il faut s'approcher du Libéria parce que je le dis, nous avons pratiquement les mêmes. Nous avons les mêmes populations, nous avons pratiquement les mêmes peuples. Il ne faut pas oublier aussi que l'armée américaine a joué un grand rôle du côté de Libéria. Ça, on ne peut pas le nier. Oui, l'armée américaine a joué un grand rôle. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Quand l'armée française a voulu venir ici, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a commencé à crier sur tous les toits ici. On parlait de recolonisation. On veut venir faire ceci, on veut venir faire cela. Je pense qu'il y a un moment au-delà de tout cela, même si l'armée américaine a fait quelque chose. C'est nous les médias qui avons joué le mauvais rôle. Si l'armée américaine, c'est vous qui étiez là, Moussa Moïse, à crier sur tous les toits, à dire que c'est une recolonisation. Arrêtez. Personne n'a eu de ressentiment face à la venue de l'armée française. Alors qui a parlé de recolonisation? Je ne sais pas, puisque vous parlez des médias qui ont joué un mauvais rôle, à vous d'apporter la preuve, monsieur. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que j'attends de voir pendant cette campagne électorale à venir, quels sont les leaders qui oseront prendre des bains de foule, qui oseront faire des accolades, et tout ce qu'on a vu en 2010. Là, ça parce que j'espère. Mais moi, je n'aime pas m'inscrire dans un déni d'évidence quand on sait qu'il y a des problèmes qui ne sont pas du tout résolus pour l'instant dans la lutte contre Ebola. J'attends de voir ce que le Libéria va faire, parce que ne soyez pas du tout surpris ou stupéfaits que le Libéria prenne des mesures draconiennes à sa frontière, parce qu'il a réussi le pari contre Ebola. Nous, Guinéens, je suis dans de petits souliers dans ce studio, parce que c'est honteux quand même, c'est pas possible. On a bénéficié de combien d'aides, on a bénéficié de combien d'experts, mais quand on confie la question d'Ebola, je ne dis pas que toute la coordination est mauvaise, mais il y a des éléments constitutifs de cette coordination qu'il faut qu'on chasse de là, franchement, parce qu'ils permettent à Ebola de résister et de rester. Et également au niveau des populations, je pense que le temps de la carotte a joué son rôle. Il faudrait maintenant, pour ceux qui, c'est pas toute la population qui, je suis désolé, dans les villages, il y a certains qui font attention, il y a certains qui ne consomment plus de la viande de brousse, il y a d'autres qui comprennent qu'Ebola existe. Ceux qui ne le comprennent pas, je pense que la loi doit s'appliquer. Les grandes gueules. Très rapidement. Vous vous rappelez, lorsqu'on a commencé le débat dans le cadre de la sensibilisation contre Ebola, certains avaient soutenu l'hypothèse que Ebola persistait parce que notre système de santé était mal fourni. Or, vous vous rappelez le président de la République lui-même qui disait que la Sierra Leone et le Libéria, qui avaient un système de santé assez catastrophique, sollicitaient l'aide de la Guinée. Ces pays qui n'avaient pas de système de santé acceptable, en tout cas en termes de dimension, du diapason de la modernité, aujourd'hui, voyez que ces États-là réussissent le pari de la lutte contre Ebola. Nous sommes là encore en train de traîner. Le problème, c'est donc leur stratégie de communication, on le dit, et je suis tout à fait d'accord avec Moussa Moïse, lorsqu'il pense que le Libéria nous fermera ses frontières, c'est possible, parce qu'il y a cette évidence de 132 cas d'Ebola qui sont à la fois en Guinée et en Sierra Leone. C'est une véritable menace pour le Libéria, et je comprendrais une décision
allant dans le sens de la fermeture de leurs frontières. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ellen Johnson pourrait se montrer assez ferme. Là-dessus, Moussa Moïse, on parle du conflit frontalier entre Guinée et Mali. Une délégation malienne attendue à Cancan ces jours-ci. Oui, le général Boré Makondé est sur place avec d'autres officiers également. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même lieu d'attirer l'attention de l'opinion publique nationale là-dessus. Et cette histoire de conflit au niveau de la frontière guinéo-malienne, on ne doit pas prendre cette histoire à la légère. Parce qu'il y a quand même lieu de souligner qu'il y a eu un affrontement à ce niveau entre les orpailleurs guinéens et maliens. Donc aujourd'hui, il y a des constats qui ont été faits sur le terrain. Je ne donnerai pas le nom des sources, mais il se trouve que la Guinée gère mal ces histoires, ces conflits frontaliers avec ses États voisins. On peut dire que la Guinée est le pays le plus hospitalier du monde. On peut dire qu'avec d'autres pays, nous formons les mêmes poumons, des mêmes organes. D'accord, mais les histoires de frontières, ce sont des histoires de souveraineté. Je suis désolé, et ce sont des histoires assez sérieuses. Parce que les exemples, on ne va pas refaire l'histoire. Vous savez ce qui s'est passé entre le Cameroun et le Nigeria, entre la Mauritanie et le Sénégal. Il y a énormément d'exemples. On ne veut pas en venir là. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités au-delà des petits salam alek qu'on peut observer devant les caméras et autres. Donc, du côté, par exemple, du côté du Mali, il y a une délimitation qui a été faite. Vous savez, les frontières à l'époque répondaient beaucoup plus à une question hégémonique des puissances coloniales qu'à l'aspiration réelle des peuples africains. Et donc, mais aujourd'hui, beaucoup d'États africains prennent l'exemple sur ce bornage colonial qui a été laissé. Et donc, du côté malien, il y a une zone aurifère qui était là. L'exploitation est assurée par une société russe. Donc, la zone aurifère, il y a une bonne partie qui se trouve du côté du Mali et une autre du côté de la Guinée. Eh bien, selon les sources que nous avons pu joindre sur place, l'exploitation du côté du Mali étant très très avancée, et donc on a dépassé le bornage pour venir du côté de la Guinée, ce qui a créé ce conflit. Mais ce n'est pas le seul exemple. C'est un problème qui régnait là il y a de cela quand même quelques années. On n'a pas pris les mesures à temps. Mais du côté également de la frontière, au niveau de l'Ola, vous savez, ça fait frontière à la Côte d'Ivoire et la Guinée. Il y a quand même, à ce niveau, surtout du côté de 5 ans, on a dépassé la limite, le bornage colonial de 2 km sur le territoire guinéen. Selon 3 personnes que donc nous avons... tous les niveaux, on empiète, on laisse les gens empiéter sur... Parce que les personnes qu'on a pu voir, ce sont des alertes que nous lançons. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Il y a au moins le drapeau ivoirien qui est derrière les champs de cacao qui se trouvent là. Si c'était des champs de riz, on pouvait comprendre. Mais les champs de cacao, on sait tous combien d'années ça prend. Et donc, quand le drapeau ivoirien se trouve derrière, je pense qu'il y a lieu quand même de ne pas accepter que ce genre de choses se fassent. On ne parle pas d'un conflit armé, mais on voudrait qu'on se réfère soit à l'Union africaine comme d'autres pays l'ont fait pour trouver des solutions réelles. Donc du côté de la frontière, du côté de Lola, du côté de Senko, c'est la même chose. Du côté de Sigri, c'est également la même chose. Et de Mandiana aussi. Et donc du côté de Sigri, on parle de 5 km comme on l'appelle, sur le territoire, d'incursion sur le territoire guinéen. Je pense que c'est assez grave. Boré Makondé est sur place, mais ce problème, je ne pense pas que ça va se résoudre à un niveau si bas. Il faudrait qu'on aille plus loin dans les négociations en faisant intervenir l'Union africaine qui à l'époque n'existait pas, mais l'OUA existait. Les tracés sont là et tous les documents sont là. Je pense que pour trouver une solution plus durable. Bien, Moussa Yoruba, on anticipe là-dessus. La fête internationale des femmes, c'est dans 2 jours. Et dans quel contexte va-t-elle se célébrer en Guinée ? On ne connaît pas encore parce que vous le savez, l'année dernière, elle n'a pas été célébrée pour cause d'Ebola. Mais en tout cas, sur le plan international, vous le savez, c'est sur la base de cette déclaration et le programme d'action de Beijing. Il y a 20 ans que ce programme et cette déclaration ont été établis. C'est sur un peu la liberté, l'autonomisation. Le thème qui est retenu, c'est l'autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité sur le plan international. On ne sait pas cette année en Guinée sur quel plan ça va
va se s'il y faire. aura festivité si aussi. S'il y a des festivités qui sont prévues. Mais le plus important, c'est que c'est ce 8 mars, le dimanche, que ça va être célébré. Qu'on sache, parce que c'est une occasion pour les femmes d'exprimer en tout cas un peu leurs inquiétudes par rapport à leurs droits, au respect de leurs droits, de se pencher sur leurs conditions de vie. Ouais. En Guinée, on sait qu'en tout cas que les femmes ont beaucoup subi cette année. Certes, il y a des progrès, il faut le dire, il ne faut pas le nier, tout n'est pas noir. Mais les femmes ont beaucoup subi. Vous le savez, quelquefois, même vous vous moquez de moi ici à l'antenne par rapport au cas de viol, sur les violences basées sur le genre. Et récemment, cette dame qui est décédée du côté de Donka et ces femmes dont on a parlé, ce débat qui va s'inviter à l'occasion de cette fête. Il faut le dire, à l'intérieur du pays, des femmes qui décèdent en couche justement parce qu'il n'y a pas d'assistance. Je pense que c'est l'occasion pour les femmes de se pencher sur tous ces sujets pour en tout cas exprimer en tout cas leurs sentiments, leur ras-le-bol par rapport à ces situations. Parce qu'au niveau de cette déclaration de Beijing, il y a 12 thèmes qui vont être développés à travers le monde justement parce que la femme devrait par exemple faire de la politique, elle a droit à l'éducation, elle devrait pouvoir monter des projets. Donc c'est tous ces thèmes qui vont être débattus et Ban Ki-moon l'a dit que l'autonomisation de la femme, c'est l'autonomisation de l'humanité. Bien, c'est que femme veut, Dieu le veut. 3 moyens pour nous joindre dans cette émission, pour en tout cas participer à cette émission au GG 8037 ou le 657 39 13 13 où vous allez carrément sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Nous marquons une petite pause et derrière nous revenons avec toute l'équipe de GG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. 20 minutes à passer encore ensemble. Nous poursuivons cette émission. Les coupeurs de route ont sévi encore hier entre Mamou et Dalaba. Cela s'est passé aux environs de 2h du matin. Une dizaine de véhicules en ont fait les frais. Bilan, des passagers agressés et dépouillés de tous leurs biens. Vous allez l'écouter dans un instant dans cette émission. Le témoignage d'un chauffeur, Alpha Amadou Fili, qui a subi donc les faits. Notre témoignage dans cette émission, celui d'un capitaine de l'armée guinéenne qui dit avoir été envoyé à la retraite alors qu'il était en mission du côté du Burundi. Et il vous dira tout sur ce qui lui est arrivé sur le vécu quotidien des militaires retraités. Capitaine Diawadou Diallo nous rejoindra d'un moment à l'autre dans ce studio. Et puis l'indignation au summum chez les Guinéens suite au décès samedi dernier d'une de leurs qui a accouché dans des conditions plus qu'inhumaines. Marche de ras-le-bol hier à Conakry, vous l'avez suivi, au moment où une action judiciaire a été déclenchée contre 3 agents de santé de la maternité de l'hôpital national, donc a suspendu de toute activité pour 3 mois. Et comme pour ne rien arranger, on apprenait hier que les sages-femmes de cette maternité ont décidé donc de bouder le service, ne supportant plus d'être traités de criminels. Témoignage d'un citoyen qui avait sa femme sous les bras hier au moment des faits. Vous allez l'écouter dans cette émission. Tamba, on y va avec ce sujet et ce citoyen beaucoup de citoyens plutôt, qui ont été confrontés à ce débrayage entre guillemets des sages-femmes de Donka hier. Vous savez, l'épisode Salematou Camara continue de faire des vagues dans la cité. C'est cette femme, en guise de rappel très rapidement, qui est arrivée en état de travail et qui a dû succomber à la douleur du travail parce qu'elle n'a pas bénéficié des soins des agents de santé qui étaient là en ce moment. Et peu après, on a vu toute la communication qui a suivi jusqu'à la prise de sanctions, même si nous les trouvons assez, je dirais, parcimonieuses, je dirais, légères sur ces personnes-là. Mais une vague de solidarité va suivre finalement ces sanctions. Et c'est finalement, on nous l'apprend, le personnel soignant de la maternité de Donka qui a décidé hier d'ôter les blouses parce que certaines d'entre elles souffrent d'une telle décision. Elle qui, d'après elle, continue de consentir des sacrifices pour rendre du service à la population guinéenne. Elle croit qu'aujourd'hui, le peuple est assez ingrat vis-à-vis de leur service. Et c'est ce qui conduit malheureusement à faire causer du préjudice à des populations qui continuent de solliciter de leur service. Alors, nous allons prendre ce témoignage, celui d'un citoyen qui est arrivé hier à l'hôpital Donka et qui avait sa femme sous les bras, sa femme donc en travail. Il est en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Monsieur, bonjour.
Bonjour. Voilà, bienvenue dans les grandes gueules. Alors, vous dites avoir souffert le débrayage du personnel soignant de la maternité de Donka. Nous aimerions que vous reveniez sur les faits. Dites-nous-en un peu plus sur ce qui s'est passé. Merci les grandes gueules. Que l'âme de Salamatou repose en paix. Hier, moi, je suis allé avec mon épouse à la maternité de Donka aux environs de 11h. Il y avait beaucoup de monde. On a été très bien accueillis jusqu'aux environs de 18h. On a fait toutes les injections pour sa préparation. Subitement, on voit les médecins, pas les sages-femmes seulement, tout le personnel de la maternité de Donka dire que leurs camarades sont interpellés dans un service de police, je ne sais où, que pour solidarité, ils portent leur blouse fermée. Pendant ce moment, il y avait des femmes qui saignaient. Moi, ma femme était là, elle était maintenant à l'approche de la préparation. Donc, j'ai vu les portes fermées, tout. Au lieu que la femme reste comme ça, là, il y a une... Voudrez-vous un tout petit peu vous éloigner des bruits à vos côtés? Oui. Donc, j'ai décidé de prendre mon épouse et l'envoyer au dispensaire de Ratoma. Mais je vous dis, quitter l'hôpital donc avec l'embouteillage après 18 heures. Nous sommes arrivés en tronc. On a été très bien accueillis par l'équipe d'une certaine Madame Touré. Au CMC de Ratoma. De Ratoma. Nous sommes restés là-bas, on a eu 2 autres éléments aussi avec lesquels on était à Donka, qui ont confirmé, ils ont fermé, ils sont partis. Pendant que les gens étaient en train de souffrir. Moi, heureusement, ma femme a accouché, Dieu merci. Et les autres aussi, j'ai appelé tout de suite, c'est aux environs de 4 heures du matin qu'il y a une naissance aussi, à Ratoma. Donc vraiment, je porterai plainte contre ces gens-là pour non-assistance à personne en danger parce que le fait a été consommé. Bien. Le fait a été consommé. Bien. En tout cas, merci bien pour ce témoignage assez pathétique. Merci et bonne continuation. Et on a toutes les preuves, on a toutes les preuves. Si je défie tout, toutes leurs voix, l'enregistrement, tout est là. Je mets n'importe qui au défi. Voilà. Bien. Merci bien. Merci. Alors, c'était ce témoignage d'un citoyen donc, qui a été confronté à cette situation hier du côté de Donka. Un témoignage qui n'arrange pas du tout les choses. Je me demande si c'est des médecins assermentés qui ont pu faire une telle chose. Parce que même quand il y a des difficultés, le plus souvent, on assure... il y a un service d'urgence, un service minimum. Peut-être on ne peut pas les empêcher de compatir, par exemple, en tout cas d'accompagner leurs collègues qui ont été interpellés du côté de la justice. Mais dans ce pays, il faut qu'on sache que la loi doit être plus forte que tout, que nul n'est au-dessus de la loi, que quand vous êtes, comme on appelle, soupçonné de quelque chose et que vous êtes appelé devant les juridictions pour répondre, que vous soyez chef ou que vous soyez un citoyen ordinaire, que vous devez répondre. Ce qui s'est passé, c'était une faute très grave. Une femme est décédée, elle a perdu la vie parce qu'elle n'a pas été assistée. On est d'accord que le plus souvent dans ces hôpitaux, c'est les agents de santé, c'est pas les médecins assermentés généralement qui payent le plus lourd tribut, mais de là à abandonner tout un hôpital, ce qui s'est passé hier, cela aurait pu aggraver davantage la situation. Mais parce ce sont que des circonstances aggravantes. Voilà, cette femme-là aurait pu aussi, je sais pas, succomber. Heureusement, elle s'en est sortie. Je pense qu'il faut qu'on se réveille un peu dans ce pays. Bien. Il y a des situations face auxquelles on ne peut pas se permettre de faire du n'importe quoi. Franchement, c'est dommage. C'est dommage. Je commence par saluer tous les médecins de Guinée. Les bons qui font un travail efficace pour sauver les populations, il faut les saluer. Je comprends la situation qu'ils traversent parfois, qu'ils n'ont pas tous les moyens de bien mener leur vie. Ouais. Je le comprends parfaitement. Mais permettez que je leur dise ceci. Ils sont peut-être habitués à voir des morts et que cela n'est pas vraiment d'effet sur eux. Mais si, à cause d'un tel mouvement, il arrivait que plusieurs mouraient, comme Salamatou Camara, ils auraient à rendre compte. Si ce n'était pas devant des tribunaux ici, ce serait devant le plus grand juge, ce serait devant Dieu.
Ouais, il l'a dit. Hein. C'est le philosophe. Nous avons en direct dans cette émission ce chauffeur, Alpha Amadou Fili. Nous l'avons en direct depuis Port et Dakar. Les grandes gueules. Bonjour Alpha Amadou. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Vous avez vécu donc cette action maléfique des coupeurs de route. Vous nous suivez? Oui. Expliquez-nous un peu comment tout cela s'est passé. Ah, merci. Nous, je devrais le français un peu, mais... Oui, allez-y. J'ai quitté à Conakry hier pour venir à Koing. On est venu jusqu'à Omamou, on est traversé à Tumbalako pour venir à Port Dakar. Oui. On est venu, il y a une pont là-bas, on a trouvé, il y a les bandits qui est mobilisé là-bas. On est à 12 personnes, véhicules, minibus, 3 Renault 21. On est venu, j'ai trouvé à raison de 7 personnes des bandits. Il est à Pemaka, il a attaqué le M21 qui a quitté à Kimbia. Oui. Il est devant moi, il a descendu tous les bagages. Il a fourré prenait tout l'argent, c'est que là-bas. Oui. Là-bas, il prenait 30 millions, ce que je connais. Mais il y a 3 minibus devant moi. Moi, je suis au 7e. J'ai venu. Bon, il y a l'autre. Chaque minibus qui est venu, il va attaquer ça pour tout le monde à terre. Il doit faire le coup de feu. Bah, si il est fini, prenez l'argent, il va prendre le couteau pour mettre dans l'opinion. Il va gonfler l'opinion. Dégonfler, oui. Maintenant, les 12 véhicules là, il a pris tout l'argent. Même moi, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il est à 2 millions dans mon sac. D'accord. Il a pris ça, il a fait... Est-ce qu'ils ont pris de l'argent aussi sur vos passagers? Oui, les passagers, le téléphone avec l'argent, tout ça là, il a pris les... Comment ils étaient... Il y a un camion devant moi. Comment ils étaient habillés? Il y a un moto, un nouveau moto. Voilà. Comment est-ce il a descendu ça pour aller avec les motos là. Comment est-ce qu'ils étaient habillés, monsieur? Il a attaqué 12 véhicules, 3 Renault 21. Allô, monsieur? Allô. Monsieur Amadou? Oui. Alors, expliquez-nous un peu ces personnes qui vous ont attaqué. Comment étaient-elles habillées? Il est habillé les tenues militaires. Tenue militaire. Alors tout cela a duré combien de temps depuis votre arrivée sur place? Ça a duré à peu près combien de temps? On est venu là-bas à 2h du matin. Jusqu'à 6h, tous les gens à Port Dakar pour aller là-bas, pour me voir là-bas. Alors, vous avez pu appeler au secours? Il n'y a pas eu des agents des services de sécurité? Non, il y a un agent de sécurité là-bas. Il est à armes. Mais il est venu attacher les agents de sécurité. Il prenait les armes pour aller. Très bien. En tout cas, il nous ne reste plus qu'à vous dire merci, mon cher Alpha Amadou Fili. Merci et bon courage. C'est assez grave, hein, Ahmed Kamara. C'est un film de western. On a comme l'impression que c'est Boko Haram qui a fait irruption en Guinée. Pas du tout Boko Haram. Écoutez, on a aussi de gros bandits ici qui sont capables de gérer ce genre de situation. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de défier. À des attentats commis par Boko Haram. Ils sont en train de défier les forces de défense et de sécurité. L'État. Qui sont concentrés à Conakry, en train de se pavaner, de parader. Il faut signaler également que ce sont de véritables réseaux. Ces bandits ne s'arrêtent jamais dans la rue comme ça pour arrêter des véhicules. Ils sont bien informés que dans ces véhicules, il y a de l'argent. Donc ça aussi, c'est véritablement des réseaux. On a vu à un moment ici un certain Issa de l'armée qui avait du CNDD, du CNDD qui avait véritablement combattu ces gens. Je sais pas. Oui, bien évidemment, il avait fait des arrestations. Ouais. On se souvient que il y a d'autres même qui avaient décidé de le corrompre tout en lui proposant de l'argent pour libérer certains bandits qu'il avait arrêtés. Mais je ne sais Est-ce pas que l'heure est aujourd'hui à la mise en place d'une unité spéciale? Bien évidemment. Il faut faire. Écoutez, vous avez combien d'unités spéciales qui existent déjà? Arrêtez ça. On est submergé par le phénomène, Moussa Moïse. C'est un manque de vision. Non, ne coupez pas mon micro. Il n'y a pas. Écoutez, on n'a pas besoin
Oui, allez-y, Moussa. Non, mais Prince, Non, on n'a ça, pas, je suis pas d'accord avec on n'a vous, pas que ce soit besoin un d'unité investissement spéciale. inutile. Vous savez, il y a combien d'unités spéciales déjà? On a besoin de Les quoi? brigades Non, vous savez, il y a On a combien? besoin de quoi, Moussa Moïse? On a besoin de vision claire. On a besoin de stratégie La vision, il possible. faut qu'elle se matérialise sur Non, le terrain. pas d'unité. Les Je vais hommes vous dire. sont là. Je vais vous dire. Il n'y a pas de stratégie. Moussa Il n'y a Moïse. pas de vision. Il y a La pas faute de- à qui, Moussa? La Moïse. faute à ceux qui gèrent la question de la Aboubacar. sécurité. Qu'est-ce que vous Aboubacar. voulez? Qui? Non, mais Aboubacar, mais on qu'est-ce va que y vous voulez que venir. je La dise? sécurité. Qu'est-ce que ceux qui Aboubacar. gèrent la sécurité? Arrêtez de penser qu'on peut résoudre cette question par des conférences de presse, qu'on peut résoudre cette question Non, mais importante. ce n'est pas nous qui pensons comme ça. Non, non, je vous le dis. Nous vous disons Non. qu'il faut aller à la mise en Écoutez, place d'une unité Il y spéciale. a une unité spéciale qui existe déjà. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui existent. Mais qu'est-ce qu'elles font ces unités spéciales? On n'a pas besoin d'unité spéciale. On a besoin d'action. La question de la sécurité, l'action, c'est c'est un à fait. travers On a ces besoin d'action. moyens, Je suis Moussa désolé. Écoutez, Oui, Tamba, s'il vous plaît. Tamba, très rapidement, c'est s'il vous plaît. important, c'est important. Permettez-moi, Ahmed Kamara, c'est En 30 important secondes, Tamba. que vous-même qui posez cette solution ubuesque, cette solution que vous partez, c'est même une solution extraterrestre. Nous avons un problème banal. Nous avons un problème C'est banal. banal, ça? Non, mais je vais vous dire une chose. Il y a une unité, il y a une brigade mobile. Pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne pas, Aboubacar? Vous étiez là à parler du manque de moyens Non, qui faisait. vous pensez Ce que n'était pas si une- cette brigade mobile Il faut était activer- opérationnelle, Justement, était efficiente, vous Justement, pensez qu'on en serait arrivé là? Ce qu'il faut faire, Qu'on leur- ce qu'il qu'on faut leur arrache faire, les motos. c'est opérationnaliser. Mais c'est Oui. de rajouter Non, mais- de la force à non, cette non, non, unité. non, non, C'est ce qu'il faut faire. C'est une unité qui ne travaille La Au pas. BAC. grand mot, La BAC les existe. grandes solutions, mon cher ami. La Aboubacar, BAC existe. Ouais. C'est une unité Ok. qui existe, il faut l'activer, il faut l'opérationnaliser. Ça va suffire à Bien. lutter contre le bandit. 30 secondes, Regardez, Moussa on Hiro. parle de cette personne, cette bandit armé de PMAK. Imaginez qu'il y ait une brigade mobile avec 2 motos, supposons. Vous pensez qu'ils Pas peuvent quelque armés, chose? Pas Rien. armés, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Rien. Rien. Je pense qu'il faut dispatcher plus de brigades mobiles à l'intérieur du bien pays, sûr. mais aussi les faut équiper. être réaliste, Les Moussa équiper, Moïse. ça c'est un défi C'est à énorme l'intérieur que les brigades mobiles qu'on lance aux autorités sécuritaires de ce pays. Imaginez à quel point ça devient recrudescent. Les coupeurs de route qui font leur loi à l'intérieur du pays, comme si le pays n'était pas gouverné. sont eux les C'est la vrais chefs. jungle tout simplement. Ce sont eux les vrais chefs. Écoutez, En 30 secondes, Moussa. Oui, écoutez, Ahmed. quand il y a ce genre de situation dans un pays, bien vrai qu'il y a des brigades qui existent, mais on peut mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action, ça peut être une opération épervier, opération quelque chose. pour Absolument, combattre, oui. Bien évidemment. Donc, quand il y a de telles situations, ben, je pense qu'il y a la nécessité de mettre en place une action pour combattre ces gens. Donc, ce n'est pas du tout mauvais. Vous savez, C'est pas du Voilà n'importe les quoi quand hommes on parle de réalistes. mettre en Une place. petite pause de 30 secondes et on revient avec notre invité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et oui, dernière ligne droite de cette émission. Donc, en ce vendredi 6 mars, nous recevons notre invité, vous le voyez à l'écran, capitaine Gawadou Diallo. Il est donc militaire retraité de l'armée guinéenne. Il dit avoir été envoyé à la retraite alors qu'il était en mission au Burundi. Il vous dira tout. Moussa Moïse, nous recevons notre invité. C'est un vieux de la vieille, assez connu par ceux qui sont depuis les premières heures au sein de la gendarmerie nationale. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord votre point de vue sur cette grogne des militaires retraités qui pensent que les mesures d'accompagnement promises n'ont pas été satisfaites. Votre avis là-dessus, puisque vous connaissez ce dossier avant de passer à la question qui vous concerne. Chose promise, chose Rapprochez le micro. Rapprochez le micro. due. Chose promise, chose due. Oui. Il s'agit maintenant de savoir. Et c'est dû dans quel contexte? Est-ce les lois, les règlements et comment il faut procéder à ce paiement si droit y est? Alors, pour revenir à Moi- votre moi- cas particulier, Moi, comment vous avez été mis à la retraite? Expliquez-nous. Dans quelles circonstances? je me trouvais en mission internationale au Burundi, observateur de l'OUA. Capitaine 6 ans seulement, grade, on n'en parle pas, admis à la retraite. Au même moment, au détriment des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, moi j'ai été désigné près de la Commission internationale d'enquête qui était venue enquêter sur les massacres au Burundi comme officier de liaison. J'ai assumé ce rôle-là pendant 8 mois avant de rejoindre la base. Entre-temps, le coup d'état militaire intervenant, l'OIA nous a retirés, on est rentré au pays. Arrivé ici, j'ai tapé toutes les portes et fenêtres jusqu'à ce jour, mais 11 mois de salaire n'ont pas été payés.
Oui. J'ai réclamé, j'ai écrit à président, j'ai écrit à généraux. Je ne sais pas. Mon dernier dossier, ça traînait dans les mains de Kandé Touré. Malheureusement, ça n'a pas vu le jour. Cette mission, c'était en quelle année? En 94. En 94. Vous êtes rentré quand? En 96. Et là, vous aviez fait combien d'années de service? Où ça? Au Burundi? Dans l'armée, je veux dire. Oh. Quand vous avez été à la retraite en 94, en 96. On a 36 ans. Normalement, c'est combien d'années? C'est 30 ans ou? Non, ça dépend des catégories. Ils ont eu besoin de ce service malgré qu'il ait dépassé l'âge. Ça dépend des grades. Voilà. Des grades. Parce que ce que je tiens à mettre là, c'est une sorte de satisfecit qui lui a été adressé à l'époque par le représentant spécial du secrétaire général de l'OIA au Burundi. Son nom est mentionné là. Et le capitaine Diawadou Diallo, officier de liaison, pour son aide inestimable pour les travaux de la commission du côté du Burundi. Alors aujourd'hui, que réclamez-vous? Pour moi, je ne réclame que mes 11 mois de salaire. C'est tout. En ce qui concerne les camarades qui ont revendiqué, je ne voulais pas qu'on en fasse une affaire de promotion. Ça n'arrange pas. Je voudrais qu'il n'y ait pas de syndicat. Nous avons des élus, en la personne de Fassine Touré, de Barou Diallo, de Fodé Momo, et pourquoi pas de Mamadou Baldé. Resserrer les rangs, aller vers ceux-ci, qui hier comme aujourd'hui connaissent l'armée. Ils ont été les formateurs de plusieurs. Ils savent plus, parfois ils savent même plus que nous, ceux dont nous souffrons. Parce qu'il y a des textes que nous ne connaissons pas dans nos droits. Et ils les savent. Si nous resserrons les rangs, nous allons vers ceux-ci, ils peuvent nous ramener ce que la rue ne peut pas nous donner. Merci. Un contact. Un contact pour vous? Un numéro de téléphone? Bon, 621. 621. 16 74. Il faut rappeler donc 56. Vous étiez donc du côté de la gendarmerie quand vous avez été mis à la retraite, c'est ça? À la retraite, oui. Bien. Alors, quelques affaires courantes dans un instant, avant de clore cette émission. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Oui, pour terminer en beauté, vous menez une enquête du côté de Symphonia, Tamba Zakari Milimono, sur le mode vestimentaire des jeunes filles, des étudiantes. Et une mesure a été prise dans ce sens par le rectorat. Une mesure qui a été prise dans ce sens, en fait, c'est de là qu'est partie l'enquête. Mais finalement, il y a un grand détour que va prendre cette enquête. Ce sera finalement sur la situation du grand projet, le projet faramineux, mais à encourager le projet d'un campus estudiantin, à la fois pour les bâtiments, les laboratoires et même les dortoirs pour l'université de Symphonia, un projet qui veille qui sommeille depuis 2006 jusqu'à nos jours, malgré les tentatives des autorités de l'université, rien n'est fait. Pourquoi y aller? C'est très important, je vais le dire très rapidement. Vous voyez toutes les universités du pays, aucune ne répond au minimum du standard international. Qu'est-ce que la présidence de la République, qu'est-ce que le magistère d'Alpha Condé fait par rapport à cette situation-là? À mon avis, plutôt que de construire des cités qui vont être démolies faute de connaissances, il faut financer ces universités qui vont produire des connaissances en vue de gérer toutes ces cités-là. Il y a lieu de se lever, il y a lieu de faire face à cette situation de Symphonia. En tout cas, une sérieuse enquête va être menée là-dessus et nous reviendrons dans les prochains jours pour en dire davantage. Merci. Moussa Moïse, bientôt le bout du tunnel pour les usagers de la route Dabola-Kouroussa, lancement des travaux le 10 mars. Vous le dites, pour l'instant, les tractations, je pense que le marché a déjà une bonne partie a été donné à l'entreprise Guiter. Ouais. Et l'autre lot, je pense que ce sont les Chinois qui l'ont raflé. Et voilà, donc le démarrage des travaux, on espère que tout cela va se faire rapidement. La saison des pluies trouvera peut-être que les travaux ont déjà été clôturés, je l'espère bien entendu, mais aussi l'autre enquête que je mènerai ce week-end, c'est concernant ces fameuses commissions liées aux orientations des bacheliers. Ouais. Est-ce qu'il y a une commission dans une commission? Est-ce qu'on oriente le choix des bacheliers?
Est-ce qu'il y a des accords implicites avec des universités qui favoriseraient un guidage, je peux dire une orientation télécommandée pour dire prenez cette université, telle autre n'est pas bonne, il y a trop de monde par-ci. C'est une véritable magouille à mon sens. Vous en saurez plus la semaine prochaine. Bien, et le gouverneur Soriba Sorel Camara aussi qui s'invite demain samedi du côté de Madina Avaria dans le cadre de la lutte contre Ebola. C'est comme ça qu'on se quitte au compte de cette émission. Merci à toute l'équipe technique, Gibril Camara, Michel Tolno, Badebo Diaby et Ibrahima Prince Diallo a assuré la réalisation côté radio. Merci à toute l'équipe de GG. Merci à vous téléspectateurs qui nous regardez depuis l'abbé pour votre aimable attention. On se reprend lundi pour continuer l'aventure avec le Turbo Commande. Au revoir, portez-vous bien.